Salut YouTube, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Anthropovlog où je fais des vidéos sur l'anthropologie. Donc aujourd'hui je vais revenir avec un nouveau livre que j'ai lu qui s'appelle Race, ethnicité et nation, le triangle fatal de Stuart Hall. La race, en général, c'est considéré comme un système de classification et de signification, c'est-à-dire une manière de classifier les individus en groupes selon des groupes raciaux. Donc lui, il ajoute que c'est de la différence en fait, c'est-à-dire que cette catégorie se base sur la création de la différence, c'est-à-dire que en fait, même si c'est prouvé qu'il y a autant de variations physiologiques au sein d'un même groupe considéré racial qu'en dehors de ce groupe racial-là, mais ce que ça crée, c'est une différence entre ce groupe-là et l'autre groupe, et donc unifier cette catégorie et créer un rejet de l'autre catégorie. Même si maintenant c'est admis que la race en soi n'existe pas et que c'est une construction sociale, il explique qu'on ne sort jamais de la race, enfin de l'utilisation en fait, de cette catégorie de la race, parce qu'il y a toujours du racisme et que le racisme se base sur les différences physiques et que tant qu'il y aura en fait des différences physiques entre les individus et qu'on classifiera ces différences physiques entre eux dans des catégories, il y aura toujours du racisme. Je vais vous lire en fait un passage d'un livre qui s'appelle Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc, qui est cité dans ce livre-là. Donc en fait, il parle de la différence entre le corps noir et le corps blanc qui est issu d'un processus social et historique de l'esclavage et de la colonisation. Et en quoi il sent que son corps est en fait différent du corps blanc. L'idée que soutient Fanon est que l'image corporelle de soi ou schéma corporel, qui a une importance cruciale dans la construction de l'identité et de la subjectivité, parce que c'est une structuration définitive de moi et du monde, qui installe entre mon corps et le monde une dialectique effective, est brisée et détruite par le regard racisant de l'autre blanc. Tiens, un nègre. Maman regarde le nègre, j'ai peur. Au lieu du schéma corporel, c'est ce regard qui transmet l'image stéréotypée de la personne noire, qui est tissée de mille détails, anecdotes, récits. À partir de ce moment, je suis fixée, dit Fanon, alors que sa noirceur se trouve enfermée dans cette objectivité écrasante, surdéterminée de l'extérieur, quand l'autre par geste, attitude, regard me fixe dans le sens où l'on fixe une préparation par un colorant, de sorte que les menus morceaux sont réunis par un autre moi. Cette séparation dans la choséité, la fixation de la personne noire dans le masque blanc, qui résulte du regard, est obtenue par ce que Fanon appelle de la manière éloquente le processus d'épidermisation, l'inscription de la différence raciale sur la peau. En fait, on voit une unicité en fait, dans ce qu'on dit le corps noir, dans l'expérience, dans le regard en fait, du blanc. La race est considérée plutôt comme un corps social et politique, c'est-à-dire une classe de personnes qui subit les mêmes discriminations basées sur leur couleur de peau. Sauf que cette réappropriation-là en fait, de la race pour adresser le racisme, ça tend en fait à essentialiser la différence, c'est-à-dire que dire que de manière inhérente les personnes d'une certaine race sont différentes que les personnes d'une autre race. Ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'en fait il y a une multitude d'identités raciales et que un noir aux États-Unis n'a pas la même expérience en fait qu'un noir en Jamaïque ou en Angleterre. Tous les pays en Afrique, chacun en fait a une expérience qui est différente. Et donc, est-ce que vraiment c'est la race, donc la physiologie en fait, qui est importante pour comprendre en fait la différence des expériences des personnes? Et est-ce que ce serait pas la culture
qui serait le plus pertinente parce que ça montre en fait cette diversité d'identité-là au sein d'un groupe racial. Donc on dit souvent en fait que l'ethnicité c'est une notion qui est propre aux États-Unis parce que c'est un melting pot, que c'est une terre d'immigration entre les peuples autochtones, les personnes noires qui ont vécu l'esclavage et les différentes populations européennes qui habitent toutes sur le même territoire. Et ça pose cette question en fait de la différence et de la nécessité de vivre avec elle. Donc là, il fait un petit historique en fait de l'ethnicité, du rapport à l'ethnicité aux États-Unis. Dans les années 50, il y avait un idéal assimilationniste, c'est-à-dire de traiter la différence en uniformisant vers un modèle qui est occidental pour que ce qu'on appelle par l'intégration, ce soit en fait une assimilation. Donc ça vient d'une idée des Lumières, d'une idée universelle qui est que tout le monde peut tendre vers la civilisation et qui est évidemment occidentale par l'éducation, par la culture, en prenant un modèle occidental. Ensuite, dans les années 60, il y a eu le Civil Rights Movement aux États-Unis, donc le mouvement des droits civils, qui est de réaffirmer la différence, de dire que les personnes des différentes ethnicités doivent pouvoir vivre ensemble sans uniformiser leur manière de vivre, et de réaffirmer en fait les traditions des différentes populations. Donc on part sur une idée de pluralisme culturel, ou plutôt qu'un monisme culturel. Donc pluralisme c'est plusieurs et monisme c'est un, donc avoir une idée de plusieurs modes de vie qui cohabitent ensemble. Aujourd'hui on est plutôt sur un modèle de multiculturalisme, donc une idée de plusieurs cultures qui cohabitent ensemble, sauf que cette idée-là elle dissimule en fait la discrimination raciale qui est institutionnalisée, c'est-à-dire que les personnes sont quand même victimes de discrimination basée sur la race. On ne sort pas en fait de la race parce qu'il y a toujours du racisme. Et donc dans les années 70, il y a un mouvement d'antiracisme qui émerge pour parler de cette discrimination raciale. Il y a un retour d'un mélange en fait entre l'ethnicité et la race, avec des nouvelles identités, par exemple britannique noir ou afro-américain, qui est de réaffirmer en même temps la race et l'ethnicité. Sauf qu'en fait, avec la mondialisation, on est sur un modèle qui n'a pas d'espace précis, qui n'a pas de temps précis, et donc ça fait créer une rupture en fait avec l'identité qui est vraiment située dans un endroit. Donc je viens de cette terre-là, avec en fait les diasporas partout dans le monde. Il n'y a pas tellement en fait d'ethnicité qui est localisée. Et donc en fait on retrouve l'ethnicité qui se définit en fait par la parenté, donc c'est-à-dire d'où on vient au niveau des ancêtres et donc de la communauté d'origine, pour définir son identité en fait. Et donc c'est là où pour lui il y a un glissement en fait, donc de la race qui tend vers le biologique et de l'ethnicité qui tend vers la parenté. Et après, il continue sur l'idée de mondialisation qui uniformiserait les modes de vie, et que ce serait la fin des transitions vers une modernité où il y a une identité qui est moderne et occidentale. Donc, lui, il fait beaucoup de critiques en fait de cette idée-là, en disant d'abord que la mondialisation s'est basée sur la différence, sur exploiter la différence ethnique pour en faire une valeur, et qu'il n'y a jamais eu de société sans contact, et qu'en fait c'est un imaginaire occidental d'avoir une société qui est purifiée, sans contact avec aucune autre nation, et qui a une tradition pure. Et en fait la mondialisation crée un mouvement inverse qui est une résurgence du local et du traditionnel. De nouvelles identités se créent pour réaffirmer leur identité.
et que ces identités s'ethnicisent. Ces créations d'identité, il fait une petite description de comment recréer des identités dans une société mondialisée. Donc elle se base sur une culture et une histoire qui est commune. Elles ont un autre symbolique, c'est-à-dire une personne qui n'est pas nous, qui par définition en fait est l'autre, et par laquelle cette identité se construit. Qui se façonne par le passé à travers le langage. Donc en fait on voit la figure de l'autre à travers le langage, et un passé qui est narrativisé pour avoir une cohérence dans l'identité d'aujourd'hui, pour aussi comprendre le futur en fait. On voit que cette identité-là, c'est aussi comme ça que se créent les nations. La nation, c'est un modèle de modernité. En fait, la modernité est organisée sur le modèle de l'État-nation, et en général qui se base sur une langue unique séculaire plutôt que la pluralité et la tradition. Donc c'est en fait un peu l'opposé à l'ethnicité, c'est-à-dire que les ethnicités vont se baser sur la pluralité des langues et les traditions, alors que la nation va se baser sur une langue unique et séculaire. Donc une nation va se baser avec une histoire nationale qui est mythifiée, qui est en gros pleine de symboles, et un autre symbolique, ce qui n'est pas en fait la nation par définition, et se base sur une appartenance culturelle qui glisse vers le biologique, donc le peuple choisi, le peuple, la nation pure. Donc on voit qu'en fait la nation aussi glisse vers le biologique, tout comme la race, et que en général il y a une opposition en fait entre la nation et l'ethnicité, c'est-à-dire que la nation c'est ce qui est nous, et tout ce qui est ethnique c'est l'autre, en sous-entendant que ce qui est ethnique est moins civilisé et que la nation est moderne, que l'ethnique c'est la tradition, et que la nation c'est nous et que l'ethnie c'est l'autre. On voit un mouvement où les migrations déstabilisent le nationalisme parce qu'il n'y a plus d'autres symboliques, qu'il faut cohabiter avec cet autre-là qui a été en fait le rejet de la nation. Il y a une identité multiculturelle qui se crée, donc ce qu'on voyait avec l'ethnicisation de l'identité, avec une revalorisation en fait de la parenté. Il fait une petite étude de la différence entre des différents nationalismes, des nationalismes qui seraient plus ou moins positifs, en disant que le nationalisme n'est pas forcément mauvais, parce qu'il y a des nationalismes aussi c'est la manière dont des pays d'Afrique ont rompu avec la colonisation en créant leur propre nation en fait. Donc comment savoir en fait si un nationalisme est positif et négatif? Donc est-ce que ce nationalisme a une conception ouverte ou fermée de la différence? Donc il pense au fondamentalisme musulman, hindou et Israël, qui a une conception fermée, et le nationalisme progressiste, anticolonialiste, qui a une conception ouverte du nationalisme. Une manière de vraiment comprendre dans la finesse toutes ces catégories-là et ce qui construit les identités dans un monde mondialisé, ce sont les diasporas, parce qu'il y a une positionnalité qui se crée. Donc savoir où est-ce qu'on se situe dans toutes ces catégories-là de race, d'ethnicité, de nation. Il incite à avoir une conception très fluide en fait de l'identité, et d'être toujours critique pour ne pas essentialiser la différence et de se penser en fait comme fondamentalement différent de l'autre, mais de comprendre ce qui nous fait, ce qui nous distingue d'autres personnes, mais toujours de manière critique et de manière ouverte et de manière changeante. Et il conclut avec une manière en fait de comprendre
de comprendre son identité qui est back to our roots, donc roots comme une route, plutôt que les racines. Donc en fait de comprendre le chemin par lequel on est arrivé jusqu'ici, de comprendre le passé pour mieux penser le futur. Et ne pas donc essentialiser, mais voilà, de comprendre de manière critique pour inventer de nouvelles identités qui sont inclusives, qui sont intersectionnelles, c'est-à-dire qu'elles prennent en compte en fait différents facteurs, sans unifier non plus parce que les identités sont toujours diverses. C'est à peu près toutes les idées de ce livre, qui est très dense, mais j'ai beaucoup aimé parce qu'il a vraiment une analyse très complète des identités dans un monde mondialisé, qui était un sujet très complexe, mais il l'explique vraiment de manière très claire. Et voilà, donc je pense que j'ai à peu près résumé, mais évidemment ça va beaucoup plus en détail. Donc si ça vous intéresse, je vous incite vraiment à lire ce livre. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!